Au Mali, Soumaïla Cissé pourrait bientôt recouvrer sa liberté. Les autorités ont procédé à la libération d'une centaine de djihadistes, un geste qui s'inscrit dans le cadre des négociations en vue de relâcher deux personnalités, dont l'opposant. En Angola, des manifestants réclament le départ d'un des proches du président João Lourenço. Il lui est reproché d'avoir bénéficié de contrats publics. L'exécutif n'a pas réagi pour l'heure à ces accusations. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a inauguré ce week-end un nouveau stade olympique. L'infrastructure est réalisée avec le concours financier de la Chine. C'est en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est un événement assez rare au Mali. Plus d'une centaine de djihadistes condamnés ont été libérés au cours du week-end. C'est dans le cadre des négociations en vue de la libération d'une personnalité malienne et d'une française aux mains des djihadistes. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires. Sophie Petronet et Soumaïla Cissé, les deux otages dont la libération est dans la balance selon ces sources, sont la dernière otage française détenue à travers le monde pour l'une et une figure politique d'envergure nationale au Mali pour l'autre. Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronet, plus d'une centaine de prisonniers djihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien, a déclaré un des responsables de la médiation sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire. Un responsable des services de sécurité maliens a confirmé ces informations. Les prisonniers ont été relâchés dans le secteur de Niono au centre et dans la région de Tessalit au nord, vers où ils ont été acheminés par avion, a-t-il précisé. Un élu de Tessalit a confirmé anonymement à l'AFP l'arrivée dimanche par avion de très nombreux prisonniers djihadistes et leur libération. Sophie Petronet, humanitaire française, a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali. La dernière vidéo où elle apparaissait avait été reçue mi-juin 2018. Elle y semblait très fatiguée, le visage émacié et en appelait au président français Emmanuel Macron. Soumaïla Cissé, lui, ancien chef de l'opposition parlementaire et deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, a été kidnappé le 25 mars alors qu'il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou au nord-ouest. À défaut de preuves formelles, les soupçons pèsent sur le groupe djihadiste Amadou Koufa, actif dans le centre du Mali et affilié à Al-Qaïda. Le processus électoral en vue de la prochaine présidentielle se poursuit au Burkina Faso. La commission électorale indépendante, la CENI, a bouclé en fin de semaine écoulée l'enregistrement des candidatures. Ils sont au total 23 à aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Reportage. La moisson n'aura pas été maigre pour cette période de dépôt de candidature pour la présidentielle au Burkina Faso. Dans l'intervalle de 5 jours, 23 prétendants au palais de Kossiam se sont annoncés. Selon la déclaration du président de la CENI, on note parmi les candidats 3 femmes et un candidat qui n'a même pas encore atteint 35 ans, l'âge minimum requis par les textes pour prétendre au fauteuil présidentiel. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de se prononcer en dernier ressort sur ces candidatures après le travail qu'entamera dès le mardi la commission de validation des candidatures pour sortir une liste provisoire qui lui sera transmise. En attendant, certains candidats plus attendus ont bien répondu présents au rendez-vous du dépôt des dossiers. Le président sortant Roch Marc Christian Kaboré s'est bel et bien annoncé pour tenter de briguer un second mandat. Zéphirin Diabré de l'Union pour le progrès et le changement UPC, principal parti d'opposition, arrivé deuxième avec 29,65% des voix au scrutin présidentiel 2015, s'est aussi annoncé comme Taïrou Bari, troisième en 2015 avec 3,09%. La CENI a également enregistré la candidature de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida en exil au Canada. Ce sont ses partisans qui sont allés déposer son dossier. Des proches de l'ancien président Blaise Compaoré entendent aussi prendre part à la compétition. Il s'agit de Eddy Komiogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, parti fondé par Blaise Compaoré, de Kadri Désiré Ouedraogo, ancien Premier ministre du président déchu, et de Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, ancien parti allié du régime Compaoré.
Le candidat indépendant à l'élection présidentielle ivoirienne, Kouadio Konan-Bertin, dit Kakabe, s'est engagé ce dimanche à servir pour la paix et l'unité nationale. C'est l'heure de la cérémonie d'investiture qu'il a donc consacrée dans le cadre de ce scrutin à Abidjan. Précision. Devant 2000 personnes réunies au Palais de la Culture d'Abidjan ce dimanche, Konan-Bertin a déclaré avoir pris ses responsabilités en décidant de présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Cet ancien député de 51 ans et un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, la principale formation d'opposition, qu'il a sanctionné vendredi dernier en l'excluant temporairement. Surnommé Kakabe, il se veut le candidat de jeunes et s'est opposé à la désignation comme candidat du PDCI de l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédié, 86 ans. Déjà en 2015, il s'était présenté au scrutin présidentiel contre l'avis de son parti, qui avait choisi de ne pas présenter de candidat et avait soutenu Alassane Ouattara, réélu. Kakabe n'avait obtenu que 3,88% des voix. Ancien président de la jeunesse du PDCI, actuellement conseiller municipal de Port-Boué, une des communes d'Abidjan, Kakabe a plaidé pour davantage de justice sociale en Côte d'Ivoire. Pour les jeunes qu'il espère séduire, il a promis un prêt sans intérêt garanti par l'État pour financer les études. Commentant la présidentielle à venir, Kouadio Konan-Bertin a fustigé un pauvre remake de 2010 avec le même casting et le même scénario. Environ 200 personnes ont manifesté ce week-end à Luanda pour réclamer le départ d'un proche du président angolais João Lourenço. Cette manifestation a eu lieu après des informations d'une télévision portugaise l'accusant de détournement de fonds publics. Précision. La télévision privée portugaise TV 24 a enquêté sur plusieurs contrats publics accordés à des entreprises appartenant au directeur de cabinet et bras droit du président Lourenço et Deltruide Costa. L'un de ces contrats porte sur la rénovation des aéroports angolais pour un montant de plusieurs millions de dollars, selon TV1 24, qui affirme que Deltruide Costa a transféré ses fonds publics sur des comptes offshore au Panama et au Portugal, utilisés pour acheter de luxueuses propriétés. Après ces accusations, des Angolais sont descendus dans les rues, rassemblés derrière une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « Et Deltruide dégage ». Les 200 manifestants ont scandé des slogans contre la corruption au plus haut niveau de l'État en marchant vers le palais présidentiel à Luanda. Nous sommes ici une fois de plus pour manifester contre un autre voleur du pays. Nous ne pouvons pas accepter cette injustice. Nous sommes ici, la police nous bloque le passage et nous avons besoin d'atteindre le palais présidentiel pour enfin manifester notre mécontentement. Si le président ne prend pas une bonne décision, nous, la jeunesse, n'allons pas nous arrêter. Notre mission est d'atteindre le palais présidentiel pour exiger la démission de Deltruide Costa. Il doit être démis de ses fonctions. Les voleurs ne doivent plus rester au pouvoir. Le pouvoir appartient aux hommes honnêtes et le peuple veut que les honnêtes gens gouvernent. Ni le chef de l'État, ni son bras droit n'ont commenté ces accusations passées presque inaperçues au Portugal, mais qui ont choqué en Angola où, en dépit d'importantes richesses pétrolières et minières, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Un violent incendie a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche un marché historique de Dakar spécialisé dans la brocante et la boiserie baptisé Parc Lambaye. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Les pompiers sénégalais sont intervenus sur le site d'un marché historique en bois réduit en cendres dans le centre-ville de la capitale Dakar suite à un incendie qui s'est déclaré tard le samedi. Il n'y a pas eu de mort, seulement des dégâts matériels, ont déclaré les secours ce dimanche matin, toujours présents sur place, notamment les pompiers armés de lances à eau près de tas de gravats fumants. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Métropole ouest-africaine de quelques 3,5 millions d'habitants, Dakar est régulièrement touché par des incendies, en particulier dans les marchés informels. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a procédé ce week-end à l'inauguration du nouveau stade olympique réalisé avec l'aide de la Chine. C'est en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en 2023.
Avec ses 60 000 places, le stade d'Ebempe sera le plus grand stade de la Côte d'Ivoire, détrônant le stade Houphouët-Boigny situé dans le centre d'Abidjan. Le joyau inauguré par le président Ouattara va accueillir le match d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Les travaux ont été exécutés en près de 4 ans par l'entreprise chinoise Beijing Construction Engineering Group. Le président s'est dit fier et heureux de cette coopération sino-ivoirienne pour ce joyau architectural. Le stade et les installations annexes, piscines et cités olympiques, hôtels ont coûté 143 milliards de francs CFA selon les autorités ivoiriennes, dont 63 milliards de francs CFA financés par la Chine. 50 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'inauguration, un grand moment de fête en présence du président ivoirien Alassane Ouattara en pré-campagne électorale et qui brigue un 3e mandat controversé à l'élection présidentielle du 31 octobre. C'est bien de venir de temps en temps suivre les matchs ici. Et le cadre est agréable et tout le monde est à l'aise. Je pense que c'est l'idéal, quoi. Franchement dit, ce stade est vraiment merveilleux parce que l'intérieur et l'extérieur est vraiment magnifique. On dit merci au président Abdou. La construction de cette infrastructure vise aussi à valoriser la zone d'Anyama, en périphérie nord de la capitale économique ivoirienne, où doit déboucher la première ligne de métro dont la construction est sans cesse repoussée depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.